99 ou sur notre site web www.oriba.ne. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Le président de la République a inauguré ce matin la route Tapo-Assaï, un tronçon long de 92 km financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA. La commercialisation du bois de chauffe-Assaï, une grande activité génératrice de revenus à conséquences fâcheuses sur l'abattage des arbres. Reportage dans ce journal. Puis, ouverture ce matin de l'atelier national de lancement du développement des plans d'action des énergies renouvelables. Objectif favoriser l'accès aux services énergétiques pour tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Je le disais tantôt dans les titres, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin à Saï la cérémonie d'inauguration de la route Saï-Tapoa, un tronçon long de 92 km financé à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA qui permettra de désenclaver la zone de Tapoa et favoriser le développement des échanges commerciaux dans le département de Saï. Compte rendu Mariama Soumana. Accueil chaleureux à la hauteur de l'événement qui a été réservé au président de la République Issoufou Mahamadou sur ce site qui abrite la cérémonie inaugurale de la route Saï-Tapoa. Financée à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA par l'État nigérien et ses partenaires et réalisée par deux grandes entreprises spécialisées dans la construction des routes, ce tronçon long de 92 km sur la RN 27 permettra ainsi de désenclaver cette zone du parc national du W riche de ses potentialités touristiques et zoologiques, mais aussi de développer les échanges commerciaux dans la zone. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Saï, c'est au tour du gouverneur de la région de Tillabéri de prendre la parole pour exprimer de vive voix toute la gratitude de la population de la région du fleuve à l'endroit du président de la République pour la réalisation de ce joyau. Je salue et félicite le gouvernement pour avoir permis la finalisation de cet ouvrage dont les travaux ont duré plus de 5 ans pour une durée contractuelle initiale de 24 mois. Cette route Saï-Tapoa va donner un coup de fouet à l'économie de la région à travers le parc national du W, site touristique par excellence. À la faveur de cette route déjà, j'ai personnellement fait découvrir aux plus brillants élèves de la région de Tillabéri, au nombre de 60, les merveilles de cette réserve faunique et arborée de la Tapoa. Nous allons en faire une pôle économique de la région désormais. Le ministre de l'Équipement a pour sa part rappelé toute l'importance que revêt la construction de cette infrastructure routière pour notre pays. L'inauguration de la route Saï-Tapoa revêt un double signe. Le premier, c'est la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris dans le programme de la Renaissance du Niger, programme grâce auquel vous avez demandé et obtenu le suffrage de nos concitoyens. Le deuxième, c'est le début d'une succession d'inauguration de tronçons entamés, engagés et terminés.
Il impacte sur l'amélioration des conditions de vie des populations transfrontalières et leur sécurité. Réduit la durée de parcours sur l'axe Saï-Tapoa, le coût d'exploitation des véhicules et enfin accroît l'afflux touristique vers le parc de W. Le clou de la cérémonie a été la coupure de ruban par le président Issifou Mahamadou, pour qui cette route Saï-Tapoa n'est qu'un échantillon de son ambitieux programme de renaissance qui prévoit la construction de 3000 km de routes bitumées et 2500 km de routes rurales dans une logique de développement des régions du pays. Nous avons un parc extrêmement important à 92 km de Saï. Cette route permet de relier l'ensemble du pays à ce parc qui a une importance touristique qui est bien connue. Et donc, de manière générale, cette route va permettre de renforcer les activités économiques dans la région de Tillabéri, dans le département de Saï. Et c'est une route en même temps aussi qui permet de désenclaver le pays par rapport à l'extérieur, parce qu'elle nous relie au Burkina Faso, elle nous relie également au Bénin, pays avec lesquels le Niger partage le parc du W. Pour immortaliser l'événement, le président a procédé à une séance de plantation d'arbres sur les abords de la route, une manière de contribuer à la préservation de l'environnement. A noter que d'autres voies sont en cours de réalisation, dont entre autres le tronçon Difa Ndindimi, Bakfaré Samira, Dargolwama, Wallam Mangaïzé, pour ne citer que celle-là. Preuve si nécessaire de la concrétisation des promesses faites par le président Issifou Mahamadou. À son arrivée donc ce matin à Saï, le président de la République a reçu un accueil chaleureux plein d'enthousiasme. Les temps forts de la cérémonie d'accueil avec Hima Sibou. Elles étaient nombreuses, les populations de Saï et celles des villages environnants, à répondre présentes à l'inauguration de la route Saï-Tapoa, un tronçon d'une distance de 92 km. Un moment solennel, très salué par les populations qui voient ainsi la fin de leur calvaire dû au mauvais état de la route. L'inauguration de cette route nous a apporté beaucoup de soulagement, car avant, la route était impraticable. Mais maintenant, Dieu merci, la route est en bon état. Avant, 3 heures de temps, 4 heures de temps, nous sommes venus à 1 heure de temps, nous sommes venus à Kassai. Donc, alhamdulillah, nous sommes venus de Himma. Irga Sabu, président Kanti Mohamed Issoufou, Digine Boray de Gomnati Yamboray, Kulirga Sabi, c'est Ngay no kokarité kam fonda wodugate. Pour le maire de la commune urbaine de Saï, l'inauguration de cette route est salutaire à plus d'un titre car elle contribue non seulement au développement du secteur touristique, mais aussi favorise l'accroissement de l'économie. Ce joyau vient agrémenter les multiples actions que mènent les autorités de la 7e République dans la commune urbaine de Saï. Surtout dans le domaine du tourisme, vous n'êtes pas sans savoir qu'à 92 km d'ici, nous avons le parc du W qui ne reçoit pas de visite depuis plusieurs années. Alors, au vu donc de cette route-là qui vient d'être inaugurée, nous allons recevoir donc des touristes, bien sûr, qui vont venir visiter ce parc. Et surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage aussi. Nos populations qui n'arrivent pas à évacuer qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, ils peuvent les écouler sans problème comme c'est goudronné, ils peuvent aller n'importe où pour vendre leurs marchandises. Cette route vient désenclaver la commune urbaine de Saï et mettre fin aux problèmes de déplacement et de transport vécus par les populations de la commune. Comme quoi, le programme de renaissance est en marche, notamment le volet de construction d'infrastructures routières. Restons toujours à Saï où plusieurs activités génératrices de revenus sont exercées par les habitants.
Une de nos équipes de reporters s'est-elle intéressée à la vente du bois de chauffe. Retrouvons Hima Seibou et Ibrahim Ide dans ce reportage. Avec une population estimée à 62 371 habitants, la commune urbaine de Saï est située à 55 km au sud de la capitale Niamey. L'une des activités exercées par les habitants est la vente de bois de chauffe, une activité génératrice de revenus exercée au bord du fleuve Niger. Ces bois proviennent de la rive gauche, notamment Kirtachi, Tondou, Touloué, etc. Nous vendons le fagot à 700 francs. Nous ne rencontrons aucune difficulté. Nous ne rencontrons aucun problème. Ici, les revendeurs se frottent les mains car ce commerce leur permet de gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins quotidiens. Les bois nous proviennent de la rive gauche. Nous achetons le fagot du bois à 700 francs et nous aussi, nous les revendons pour gagner un peu. À travers cette vente de bois de chauffe, nombreux sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu dans cette commune urbaine de Saï, une localité où les activités génératrices de revenus sont beaucoup exercées par les habitants. Mais le revers de la médaille, c'est la déforestation, le déboisement qui favorise l'avancée du désert. Au Niger, le Sahara a déjà englouti les 2/3 du territoire. Selon les spécialistes, le désert avance en moyenne de 6 km par an vers l'ouest et le sud où se trouvent les dernières zones boisées du pays. Si les populations continuent de décimer les forêts pour se fournir en bois de chauffe sans se soucier de l'environnement, les pluies deviendront de plus en plus rares. Conséquence, les campagnes agricoles seront déficitaires et les crises alimentaires cycliques. De ce journal, la salle de réunion d'Africa Hall a servi de cadre ce matin à l'ouverture des assises entrant dans le cadre de l'atelier national de lancement du développement des plans d'action des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'agenda de l'énergie durable pour tous, un atelier dont l'objectif est de favoriser l'accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain. Moudi Moussa pour le compte-rendu. Placé sous la présidence du ministre en charge de l'énergie et du pétrole, ce présent atelier consacre le lancement de l'élaboration du plan national en matière d'énergie renouvelable et de l'agenda énergétique pour tous. Une initiative portée par le Centre pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique de la CEDEAO, dont l'objectif est surtout de favoriser l'accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain afin de lutter contre la pauvreté et faciliter l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cet atelier vient donc à point nommé et nous réconforte dans notre choix à recourir aux énergies renouvelables, une source d'énergie alternative, durable et fiable non seulement dans le domaine de l'éclairage public, mais aussi explorer les possibilités de la diffusion des kits solaires dans les périphéries de la région de Niamey et de ses localités environnantes. C'est pourquoi nous fondons l'espoir que cet atelier sera le point de départ vers des solutions qui permettraient de rendre l'énergie encore beaucoup plus disponible au Niger en quantité et en qualité et surtout abordable, c'est-à-dire à moindre coût, pour qu'elle soit accessible à toutes les populations urbaines comme rurales qui ont tant besoin pour améliorer leurs conditions de vie. Regroupant les représentants des différentes institutions et organisations, ces assises constituent un véritable cadre de concertation, d'échange et de partage d'informations sur la problématique de l'accès à l'énergie. Occasion pour le représentant du directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique de la CEDEAO de revenir sur le contexte ainsi que l'objet du présent atelier. Conscient que l'Afrique de l'Ouest possède d'énormes ressources énergétiques conventionnelles et renouvelables, allant de l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, le charbon, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la bioénergie pour ne citer que celle-ci. Avec une population de plus de 300 millions d'habitants, un chiffre à peu près équivalent à un tiers de la population du continent africain,
et ayant malheureusement, par exemple, l'un des plus faibles taux de consommation d'électricité dans le monde. À cela s'ajoutent les pertes techniques et non techniques élevées dans le système de transport et de distribution d'électricité. Ces pertes estimées varient entre 15 et 40% selon le pays au niveau de la région. En outre, plus de 60% de la capacité de production d'électricité, la communauté fonctionne sur le diesel et le fioul lourd. En conséquence, les prix en constante augmentation et les fluctuations du prix du pétrole ont eu un effet dévastateur sur les économies de la région. Une initiative qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance du président de la République, notamment dans son volet électrification rurale, a souligné en substance le ministre de l'Énergie et du Pétrole, procédant au lancement officiel du processus d'électrification du plan d'action national sur les énergies renouvelables. Ce programme est en harmonie avec le PDS qui, dans son axe 4, vise à favoriser l'accès des populations aux services énergétiques modernes. Chers participants, représentants des différentes institutions et organisations, votre rôle et votre apport seront très déterminants pour la production d'un document de qualité. Vous constituez, à n'en point douter, le socle sur lequel s'appuiera le consultant dans son travail. C'est pourquoi je vous exhorte d'ores et déjà à donner le meilleur de vous-même au cours de cette rencontre, à appuyer et à fournir aux consultants toutes les informations nécessaires lors des sollicitations dont vous ferez l'objet au cours des prochains jours. Ainsi donc, le plan d'action qui résultera du présent atelier constituera un outil de référence qui permettra d'une part d'informer et de sensibiliser les acteurs du domaine et de l'autre d'orienter et de mobiliser les investissements nécessaires au développement du secteur de l'énergie afin d'accroître l'accès aux services énergétiques de manière durable. Lancement cet après-midi du quotidien Fraternité Niger, un journal d'information générale qui traite des informations crédibles et véritables. Reportage Murtala Zouberou, Jamilou Oumarou. Troisième quotidien nigérien, dont le deuxième de la famille de la presse écrite privée, Fraternité Niger est un journal d'analyse et d'information générale. Première apparition le 25 juin dernier, Fraternité Niger est une école à vocation exclusive, ne diffusée que de l'information saine, crédible et vérifiable. Créée il y a de cela moins d'un mois, Fraternité Niger est passée aujourd'hui à la vitesse supérieure avec ce lancement officiel du journal en quadrichromé, ce qui lui confère du coup une place de choix dans la shortlist des journaux qui se fient à l'éthique et à la déontologie du métier de la presse. Il vient s'ajouter à une floraison d'organes de médias, notamment la presse écrite, mais ce n'est pas un journal en plus. C'est un journal école. Un journal école, c'est-à-dire un journal dont chaque numéro comportera des textes, des articles et événements que l'histoire devrait retenir. C'est pour cela que nous recommandons à nos lecteurs d'être très attachés à ce journal. Nous ne dénigrons pas les autres, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Nous venons nous s'impliquer dans la danse. Il faut innover là. Il ne faut pas venir juste pour augmenter le nombre. Et ça, nous y avons réfléchi. C'est pour cela que nos textes, nos articles, tous les événements que nous allons y inscrire seront des événements à portée documentaire. Qu'il s'agisse du côté juridique, du côté éducatif, du côté de droit, le lecteur sera édifié par chacun de nos numéros. Il n'aura pas besoin, il n'aura pas envie de le perdre. Voilà pour présenter notre journal, Fraternité Niger. Mais je vais ajouter pour dire que Fraternité, pourquoi Fraternité Niger? Parce qu'il y a Fraternité Bénin. Et c'est le même promoteur. Au quotidien Fraternité Niger, l'information se traite dans toute sa splendeur, toute logique et dans le respect de l'art. Nous n'inventerons rien, nous n'insulterons personne, nous critiquerons sur la base des faits et gestes des gens de tous bords, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité de la société civile. Notre ligne éditoriale vous critiquera dans vos faits et gestes quotidiens parce que nous nous sommes placés dans la perspective de booster la démocratie dans ce pays.
de booster la démocratie dans ce pays. Et qui dit démocratie, dit des hommes responsables pour un pays qui se veut avançant chaque matin. Alors pour ce faire, nous-mêmes, nous allons nous faire notre propre autocritique en tant qu'animateur du journal. Chaque fois, vous le savez très bien, vous les journalistes, moi je ne suis pas journaliste, chaque fois vous les journalistes, il y a des conférences de presse, des conférences de rédaction à travers lesquelles vous regardez qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il voit les perspectives. Alors dans ce sens, Fraternité Niger se place dans la perspective d'être un radar des acteurs politiques. Malgré son jeune âge, aujourd'hui Fraternité Niger a déjà conquis une grande partie du cercle des lecteurs de la capitale, comme pour dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bon vent alors au quotidien Fraternité. Ouverture ce matin à l'hôtel Terminus de Niamey d'un séminaire de formation en analyse qualitative des contenus des médias audiovisuels, de la presse écrite et de la presse audiovisuelle. Un séminaire organisé par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui financier de l'ambassade de France au Niger. Échanger avec des experts français sur l'analyse des contenus des médias audiovisuels et de la presse écrite du Niger, c'est l'intérêt principal de ce séminaire de formation qu'organise le Conseil supérieur de la communication, CSC, avec l'appui financier de l'ambassade de France au Niger, qui a d'ailleurs salué la tenue de la présente formation avant de revenir sur le rôle et l'importance du CSC. Institution garante de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias, le CSC joue un rôle essentiel dans la régulation d'un paysage médiatique nigérien très dense, incluant bien sûr la presse électronique. Sens de l'éthique et respect de la déontologie devant guider les journalistes, le CSC tient toute sa place dans la jeune démocratie qu'est le Niger, avec des échéances électorales qui se profilent en 2016. Le président du CSC a pour sa part exprimé tout le plaisir de voir le projet de séminaire qui date de 2013 se réaliser. Je voudrais de prime abord remercier l'ambassade de France au Niger pour l'appui financier qu'elle a apporté à notre institution, mais également pour la disponibilité constante de ses services dans le cadre de la préparation de ce séminaire. Ces appuis témoignent de l'attachement de la France, patrie de droits de l'homme, à la consolidation de la liberté de la presse et à l'avènement d'une régulation indépendante et efficace des médias au Niger. Veiller efficacement au respect de la déontologie des programmes et protéger les mineurs, voilà entre autres thématiques autour duquel seront outillés les participants pendant 4 jours. Le cure-dent traditionnel communément appelé Kossi est utilisé par bon nombre de Nigériens, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Du coup, les vendeurs de ce bout de bois se frottent les mains. Reportage à Hima Sibou. Le cure-dent traditionnel appelé en Zarma Kossi et en Hausa Asawaki est un bâtonnet aigre ou souvent sans saveur issu d'une tige, de la racine de certains arbres ou un simple morceau de bois. Il est utilisé par un grand nombre de personnes pour se frotter les dents afin de les blanchir. Le cure-dent, je l'utilise pour brosser mes dents afin de les rendre blanches et d'éviter certaines maladies, surtout après avoir mangé des aliments sucrés. Et vous n'êtes pas sans le savoir que le cure-dent est même recommandé par la religion musulmane. Produit tout un nain, le cure-dent secret de la belle dentition des Africains joue le rôle combiné de brosse à dents, de dentifrice de bain, de bouche, mais aussi d'antiseptique. Qu'on demande aux gens, commercial qu'on demande aux gens d'utiliser. L'intérêt, c'est qu'avec les brosses à dents permettent de réminéraliser les dents, alors que les bâtonnets frottants, eux, ils nettoient juste les dents.
Tant que les bâtonnets portants sont bien utilisés, il n'y a pas de convénient, en fait, il n'y a que des avantages. Certaines personnes ne girent que par ce cure-dent traditionnel, très sollicité au Niger, notamment pendant le mois du Ramadan. Le cure-dent provient de certains pays voisins comme le Togo et le Ghana. Il est aussi produit localement à partir de certains arbres. Scrupuleusement mâché puis ramolli par l'action de la salive, le cure-dent a plusieurs vertus. Les cure-dents permettent d'éviter certaines maladies comme la carie dentaire, a-t-on coutume de dire. La clientèle vient en compte-gouttes, mais néanmoins, nous remercions le bon Dieu. Malgré le temps, le cure-dent traditionnel garde encore sa place dans le quotidien des Africains. Ses origines se confondent à l'histoire de l'Afrique toute entière, quand bien même il a tendance à disparaître de nos jours au profit des brosses à dents modernes. Il faut le souligner, l'utilisation du cure-dent traditionnel ne présente aucun risque. Point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.